Bonjour et merci pour cette invitation à cette rencontre qui est certainement d'une importance très grande pour l'Europe, parce que depuis toujours, au niveau européen, il est important de mesurer que le triangle d'or de l'Europe, sa principale richesse, c'est l'éducation, la recherche et l'innovation. Ce triangle d'or doit être développé sur tous ses aspects, parce qu'il y a des complémentarités entre ceux-ci. De plus, vous avez souhaité que ce soit les petites et moyennes entreprises, et il a été suffisamment dit hier que les petites et moyennes entreprises étaient le moteur économique de l'Europe principalement, puisque 48% des emplois créés récemment le sont dans les petites et moyennes entreprises, et donc le rôle de celles-ci est déterminant pour l'avenir de l'Europe. Je vais vous parler de la recherche principalement. Pourquoi? Parce que c'est le sujet que j'ai été amené à traiter, que je continue à suivre, et je pense que la recherche est le vivier de l'innovation. C'est la source, c'est la fontaine qui permet aussi de développer de nouveaux produits, de nouveaux services. Il est évident que la recherche n'est pas en soi l'innovation. On peut faire de l'innovation sans nécessairement être à la pointe de la recherche. Et donc, il faudra distinguer, et ça je crois qu'on ne le fait peut-être pas toujours suffisamment, dans les petites et moyennes entreprises, celles qui s'appuient sur des technologies nouvelles ou celles qui s'appuient sur des idées de marketing, de commercialisation, de marché. La démarche est à mes yeux un peu différente, mais elles peuvent être très complémentaires. Et donc, cette question de la recherche est essentielle. Et au niveau européen, on avait constaté que l'Europe publiait beaucoup. Au niveau de la recherche, nous avons une capacité assez grande, mais que par contre, l'Europe avait une déficience dans la transformation de la recherche en produits nouveaux, en services nouveaux, en processus nouveaux, c'est-à-dire en innovation. Et donc, depuis toujours, dans les programmes cadres européens, depuis qu'ils existent, c'est-à-dire depuis les années 80, il y a eu une certaine volonté de favoriser une recherche vers les petites et moyennes entreprises. C'était indispensable parce que, fondamentalement, au départ, la recherche européenne s'est adressée aux grandes entreprises, parce qu'elles avaient la capacité et la dimension européenne, que des programmes européens comme le programme Airbus s'est appuyé sur des grandes entreprises, comme d'autres aussi, comme le nucléaire, et c'est pourquoi les décideurs européens ont commencé petit à petit à créer des programmes spécifiques pour les petites et moyennes entreprises. Et par exemple, un des premiers de ceux-là était le programme BRIT, qui a été développé dans les années 80 déjà. Il y a aussi, parallèlement à ce que l'Union européenne fait, le programme Eureka, qui est un programme qui apporte aussi, par exemple, dans le cadre des télécommunications, à apporter une dynamique, avec le programme Esprit, entre autres, vers le développement de la recherche et de l'innovation. Alors, quels sont les instruments qui existent au niveau européen dans ce que nous sommes actuellement en train de vivre, le 7e programme cadre? Mais ils se situent dans quelques catégories, dans des catégories dont on appelle la coopération. La coopération, c'est amener des entreprises européennes, des universités, des centres de recherche à coopérer ensemble, et ils proposent des projets qui sont mis en compétition. Ce mécanisme de coopération-compétition est un mécanisme qui en soi est intéressant, et même les Américains avaient considéré qu'il y avait là une démarche qui n'était peut-être pas la leur, mais qui méritait d'être approfondie. Elle est compliquée, parce qu'il faut faire coopérer entre eux des personnes qui, au départ, n'ont pas nécessairement l'intention de le faire. Il faut partager les résultats. Il y a là des questions de propriété intellectuelle qui sont parfois très complexes, et donc toute la complexité des programmes européens tient aussi à ces mécanismes de coopération. De la même manière, il y a ce qu'on appelle la capacité. Là, c'était renforcer les capacités des entreprises. Et entre autres, c'est là que se trouve un programme petites et moyennes entreprises pour les soutenir dans la veille technologique, pour soutenir des opérations comme celle-ci. Et enfin, il y a aussi ce qu'on appelle le programme People, les peuples, c'est-à-dire les chercheurs, parce qu'on ne peut pas faire de la bonne recherche sans bons chercheurs. Et là, il y a
depuis un certain nombre d'années, il y a ce qu'on appelle les bourses Marie Curie, qui ont veillé à donner une dimension européenne à la recherche, entre autres pour des jeunes chercheurs qui ont comme objectif de continuer leur travail dans un autre pays. Et une caractéristique de l'Europe, c'est que je pense qu'on peut dire que c'est l'Europe qui a stimulé les contacts entre les entreprises et les universités. Dans les pays, il y a une vingtaine d'années, il faut bien le dire, en tout cas dans les pays latins, mais même dans certains pays anglo-saxons, collaborer entre une université et une entreprise, c'est donner parfois l'impression de perdre son âme pour les chercheurs universitaires et inversement pour les entreprises qui avaient peu de considération parfois pour la recherche dite fondamentale, mais aussi pour la capacité des chercheurs académiques de développer de nouveaux produits. Mais cela a heureusement changé considérablement et c'est cela, je pense, que les programmes européens y ont été pour quelque chose, en ce sens que ce sont eux qui ont poussé les entreprises et les universités et les centres de recherche à travailler entre eux. Alors, je vais simplement donner un chiffre, 2 chiffres. Aujourd'hui, le 7e programme cadre européen représente environ 6 milliards d'euros pour les petites et moyennes entreprises, ce qui est quand même une somme importante, mais quand vous la regardez à la dimension européenne, tout est relatif et c'est évidemment insuffisant par rapport aux objectifs à rencontrer, parce que cela touche quand même 20 000 petites et moyennes entreprises. 20 000 PME seront participantes, actives dans ce développement de recherche et d'innovation, bien entendu, puisque le lien est lié et que le lien est là plus fort encore quand nous parlons dans les programmes de recherche et des PME, puisque là, l'objectif, c'est leur faire développer de nouveaux produits, de nouvelles capacités. Alors, souvent, ici, ce n'est pas le cas, parce que vous êtes venus un peu partout d'Europe, mais souvent, on se pose la question, pourquoi l'Europe doit-elle faire ça? L'Europe, c'est un marché unique. C'est un marché unique. Ce sont des législations qui touchent évidemment les pays de plus en plus forts, puisque à peu près 60% de nos législations sont d'inspiration européenne. Et donc ce marché unique et ces inspirations uniques impliquent évidemment une dimension de la recherche et d'innovation européenne, puisque les produits seront distribués en Europe et ne pourront se développer que s'il y a une stratégie européenne de développement de ces produits. Un bel exemple encore récemment, c'est le problème du changement climatique et les problèmes de rejet de CO2. Évidemment, toute l'industrie automobile européenne a été stimulée par le fait que l'Europe prenait des directives pour diminuer le taux de rejet de CO2 au kilomètre dans l'Europe. Donc, à partir de là, vous connaissez sans doute, même si elle commence à vieillir, puisque c'est en 2000 que l'Europe a lancé sa stratégie de Lisbonne. Il faut savoir qu'avant, au niveau européen, il n'était pas très bien vu de parler de politique industrielle. L'Europe ne considérait pas qu'une politique industrielle devait être menée à l'échelle européenne, parce que les grands pays n'en voyaient pas la nécessité, et qu'en plus, l'intervention de l'Europe, l'interventionnisme d'État, comme on dit, n'était pas à la mode. Heureusement, à partir de Lisbonne et aujourd'hui, on commence à reparler de politique d'industrialisation de l'Europe, parce qu'on s'en rend compte qu'elle est en train de faiblir, l'industrialisation de l'Europe. Il y a même une certaine désindustrialisation. Or, même si l'industrie est une partie du marché et que les services prennent de plus en plus d'importance, cela reste quand même un pilier qu'il faut développer. Et donc, dans cette stratégie de Lisbonne, à laquelle j'ai participé, entre autres avec le concept d'espace européen de la recherche, c'est-à-dire changer la dimension des programmes cadres européens et les concevoir comme un support d'un vrai espace européen de la recherche, c'est-à-dire que les Européens collaborent entre eux dans les domaines de la recherche, quelle que soit la manière dont ils le font, par exemple en construisant, comme ils l'ont fait, le CERN à Genève, mais ça date de longtemps, il y a un certain nombre d'années, mais aussi en travaillant ensemble dans des grands programmes, comme le programme Airbus, le programme Ariane, et quand les Européens travaillent ensemble, eh bien, ils sont capables d'être leaders mondiaux. Ça, c'était aussi
une des premières constatations qu'il faut répéter. Il est nécessaire d'avoir une masse critique suffisante, une taille critique suffisante pour développer des projets ambitieux, comme par exemple le programme Airbus a permis à l'Europe d'avoir une industrie aéronautique performante, avec toutes les retombées que cela peut avoir. Parce que les programmes qui sont à la pointe, à la limite, et je viendrai sur d'autres sujets en terminant, mais sont des programmes qui sont simulateurs de technologies nouvelles, simulateurs d'innovation. Il est évident que l'industrie spatiale en soi, évidemment, n'a pas nécessairement une rentabilité, mais elle est génératrice de nouvelles technologies, de nouvelles activités, et pour cela qu'il faut rester à la pointe de ces différents domaines. Et donc, en 2000, quel était le constat? C'est qu'on ne dépensait pas assez pour la recherche en Europe, on stagnait depuis une vingtaine d'années. Dans les années 70, on était évidemment en croissance, mais avec les crises, la première crise pétrolière, les pays ont, disons, plafonné leurs dépenses de recherche, et donc on était à moins de 2% du produit intérieur brut de l'Europe pour la recherche. Et donc, il faut dépenser plus, et donc dépenser plus, c'était l'objectif que j'avais lancé à l'époque des 3% du produit intérieur brut pour la recherche, objectif qui n'est pas plus atteint aujourd'hui qu'il ne l'était hier, pour de nombreuses raisons. D'abord, les crises financières, évidemment, ne favorisent pas, sauf que quand même, cet objectif a eu au moins un mérite. Si vous regardez dans tous les pays européens, tous les plans d'assainissement qu'ils sont en train de faire, il y a un secteur auquel ils n'osent pas toucher, c'est celui de la recherche. Et donc, ils n'osent pas diminuer leurs dépenses de recherche. C'est très important parce que c'est évidemment des effets en cascade, puisque je vous ai dit qu'il y avait un lien entre recherche et innovation. Et dans les pays européens, il y a évidemment de grosses différences entre des pays, les nouveaux pays de l'Europe, les nouveaux États membres étaient avec des taux de recherche du produit intérieur brut de 1 à 1,5%. Certains pays de la Méditerranée le sont au même niveau. Par exemple, un grand pays comme l'Italie n'est jamais qu'à 1,5% de son PIB pour la recherche. Par contre, les pays scandinaves sont au-delà de l'objectif avec 4,5%, la Finlande, la Suède, même le Danemark, l'Autriche aussi, et notre pays ici, la Belgique, est plutôt dans la moyenne avec 2%. Donc ça, c'est une première chose, il faut dépenser plus. Deux, il faut dépenser mieux et éviter les doublons, comprendre qu'on est dans un espace européen, et donc à partir de là, ne pas faire la même chose en France qu'en Allemagne, etc. Et pour cela, il faut avoir ce qu'on appelle une méthode ouverte de coordination, c'est-à-dire discuter, voire mettre les programmes sur la table, faire des alliances avec les entreprises, et cela a été fait dans un certain nombre de domaines, par ce qu'on appelle la coopération, mais aussi par de nouveaux instruments. Les nouveaux instruments de l'Europe qui ont été lancés en 2000 sont, par exemple, les plateformes technologiques. Alors, qu'est-ce qu'une plateforme technologique? C'est réunir les industriels d'un secteur, leur demander quelle est leur vision pour les 20 ans à venir, ce qui n'était peut-être pas suffisant dans certains cas, et ensuite les amener à collaborer entre eux, et que l'argent public qui soutient cette activité soit bien entendu coordonné. Et le meilleur exemple que nous avons vécu, c'est la vision 2020 de l'avion. L'avion 2020, c'était établi d'ailleurs par les grands opérateurs de l'industrie aéronautique européenne, qui est d'ailleurs une des industries la mieux intégrée au niveau européen. Et ceux-ci ont défini des objectifs, un avion moins bruyant, moins lourd, etc., moins consommateur d'énergie, et ces objectifs alors ont été transformés en programmes avec évidemment la volonté que les Anglais ne fassent pas la même chose que les Français, et les Allemands non plus, et les autres plus petits pays s'inscrivent dans cette même démarche. Et là, c'est un succès.